Donc, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Alors, pour la petite anecdote, nous accueillons aujourd'hui Benoît Fernandez-Riou dans nos locaux ici à Paris. Donc, nous serons côte à côte pour le coup pour faire le webinaire par rapport à d'autres webinaires que j'organise ou que nous organisons où nous invitons des intervenants comme Éric Lefort, Bernard Fadesclos ou autres, ou Philippe Lermy. Mais généralement, les webinaires se font de deux lieux géographiquement parlant distincts. Donc, ce webinaire, c'est un webinaire qu'on fait où on invite Benoît Fernandez-Riou de manière un peu épisodique, mais plutôt même trimestrielle, je dirais, au sens que Benoît a une relativement bonne perception du futur, dirons-nous. Je ne sais pas s'il a une bonne boule de cristal, il va nous l'expliquer ce soir, mais dans le passé, on a déjà vu qu'il y avait eu beaucoup de scénarios qui s'étaient plutôt déroulés dans le sens évoqué. Bon, c'est pas pour dire que c'est sûr, véridique, que tout ce qui va être dit ce soir se déroulera. Maintenant, c'est toujours intéressant de poser cette réflexion. J'interviendrai donc forcément en cours de webinaire parce que je suis juste à côté de Benoît. Je vais tout de suite lui donner la parole pour qu'il se présente et qu'il nous mette un petit peu le contexte du moment. Il y a juste qu'il avait choisi il y a plusieurs semaines déjà, voire sinon mois, je crois qu'on avait programmé le coup de froid sur les marchés. Bon, je pense que sur le côté purement climat, purement météo, je dirais, on est plutôt avec des 10-12 degrés au-dessus des normales saisonnières et avec des tornades. Alors, je ne sais pas si sur les marchés, on va avoir ou pas ce coup de froid. À toi la parole, Benoît. Oui, alors c'est vrai que merci Alain pour cette introduction. C'est vrai que coup de froid sur les marchés, on voit un point d'interrogation. Donc effectivement, c'est plus une question à laquelle on va se poser, et notamment pour cet hiver. Là, on est encore qu'en automne. Et c'est vrai que ce 25 octobre 2022, on a des températures au-delà des normales de saison. Après, il est aussi tout à fait logique d'être souvent soit au-dessus, soit en dessous, puisque c'est le principe d'une normale, d'une moyenne. C'est d'osciller autour. Et ma petit clin d'œil à nos amis météorologues qui n'ont de cesse de nous donner des prévisions pour les 2-3 jours à venir, notamment pour savoir si on peut faire un barbecue ou une sortie le week-end à venir. Et puis on a à l'autre côté du spectre les fameux climatologues qui, eux, s'engagent sur 50, 100 ans en nous disant que à coup sûr ça va se réchauffer. Mais on voit bien que finalement personne n'en sait rien et sur notamment l'hiver 2022, aucune agence ne s'engage véritablement. Moi, j'ai essayé de récolter des scénarios. Selon les agences, on a des scénarios qui vont du très froid à hiver doux. Donc finalement, on n'a pas trop de véritablement d'anticipation, un petit peu à la manière de ce qui se passe sur nos analystes financiers, où finalement des analystes vont être à la fois baissiers, puis on aura de l'autre côté eh bien, des analystes haussiers, et finalement difficile de se faire une idée dans tout cela. Donc c'est ce qu'on va quand même essayer de faire ensemble, malgré tout, en posant le contexte fondamental, comme j'aime bien le faire, et en essayant de tirer des conclusions, et notamment à partir de l'analyse technique, mais une analyse technique qui n'est pas décorrélée, qui n'est pas hors sol, qui est vraiment voilà, ancrée dans le réel et dans la situation du moment. Donc, avant d'aller plus loin, je remercie WH Self Invest, partenaire de ce webinaire, et Univers Bourse pour l'organisation, et Alain particulièrement à mes côtés pour animer ce webinaire. Donc, on est une petite heure ensemble. Et avant d'aller plus loin, je me présente rapidement. Benoît Fernandez-Riou. Donc, moi, j'interviens essentiellement sur le marché que j'affectionne le plus, qui est le Forex, donc le marché des devises, sur lequel j'ai rédigé un ouvrage que vous voyez à gauche, le Forex. On est à sa 4e édition. Et je suis également analyste, consultant, et j'ai rédigé un autre ouvrage qui détaille plus mon approche, ma façon d'intervenir. Je suis plutôt swing trader que scalper, donc voilà, mon approche est dans cet ouvrage qui s'appelle Le Trader Privé, qui en est également à sa 4e édition. Donc des ouvrages qui ont un relatif succès en fait. Alors, 4e édition que certains parmi vous
ont peut-être ont peut-être reçu de notre part au salon du trading, puisqu'on a offert plusieurs centaines d'exemplaires du trader privé lors de ce salon. Donc, c'était une occasion effectivement pour rencontrer Benoît, mais également pour recevoir son livre. Et je pense que, bon, bah, si vous l'avez reçu, je pense que certains ont déjà commencé la lecture. Voilà, c'était juste pour faire cette petite parenthèse. Oui, c'est vrai qu'on a dédicacé pas mal d'ouvrages. D'autres ont eu l'ouvrage sans la dédicace. Pour cela, on se donne rendez-vous au prochain salon, au printemps prochain, le salon de l'analyse technique et des marchés boursiers. Alors, sans plus attendre, commençons par poser le contexte fondamental. Tout d'abord, et c'est ce qui nous préoccupe véritablement ces derniers temps, c'est qu'on a une forte volatilité des matières premières, excepté le pétrole, sur lequel on va avoir une analyse technique dans un second temps. Mais pour l'instant, le pétrole, lui, se stabilise, que ce soit du WTI ou du Brent, autour des 90. Évidemment, il y a toujours un petit delta entre les deux, mais il est corrélé, c'est un delta logique. Mais on est autour de 90. Alors, c'est un pivot, hein, et puis c'est un ordre de grandeur 90, c'est la nouvelle normalité. Précédemment, dans le monde d'avant, nous avions 70 en normalité, qui était le pivot que visaient notamment les producteurs de pétrole. Là, aujourd'hui, le cartel essaye de défendre donc l'OPEP essaye de défendre les 90. Évidemment, en allant, si possible, vers les 100, sans toutefois, évidemment, aller trop, parce que ça peut casser la croissance et donc la demande. Mais voilà, du 90, du 100, ça convient à tout le monde. Et si on passe sous les 90, on essaye de rattraper un petit peu les cours pour ne pas aller en deçà de 80. Donc c'est l'idée, 90 en pivot. En fermant les robinets comme récemment. Voilà, en fermant effectivement, comme il y a à peu près 2 semaines, de 2 millions de barils jour sur une production journalière de 100 millions, 99 exactement. Donc on est sur 2% de réduction, et ce cut à 2% a instantanément fait quasiment 10% de hausse sur les cours, hein, sur tous les cours du pétrole. Donc on a un très fort effet de volatilité, d'autant plus que le consensus avant décision était de l'ordre de 1 million. Donc l'OPEP a surpris en allant au-delà et bien au-delà, puisqu'on n'est pas sur 1,3 million, 1,5 million, mais vraiment d'un seul coup 2 millions de réduction. Donc cette réduction maintient les cours. Actuellement, on est dans cet ordre de grandeur. Et à cela, autour du pétrole, nous avons d'autres matières premières. Moi, je ne traite pas le gaz, hein, typiquement, mais c'est vrai que quand on regarde le gaz, c'est incroyable ce qu'il se passe. On a eu des explosions de x10 ou x8, et puis on a là des réductions assez drastiques. Le gaz, pardon, s'est effondré sur les dernières cotations, là, notamment d'aujourd'hui. Donc, on est voilà, sur une volatilité extrême. Au-delà d'une direction, c'est surtout la volatilité qui est marquante. Et c'est vrai que c'est dû notamment au fait que le gaz a été stocké, contrairement à d'autres matières premières qui sont plus difficiles à stocker, notamment euh, l'électricité. Mais sur le gaz, on est sur un stockage qui maintenant marche à plein. On est à plus de 90% des réserves remplies en Europe. Autour de 93 de manière globale, et pour certains pays comme la France, presque 100%. Donc on va bientôt pouvoir spéculer sur un gaz négatif sur les futurs, comme c'était le cas du pétrole avec le Covid. Alors potentiellement, on a bien vu que tout était possible. Donc bon, sans aller jusque-là, en tout cas, aller retomber vers zéro, sans toutefois l'atteindre ou le dépasser par le négatif, c'est déjà assez incroyable, et c'est ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas si on ira en négatif, mais c'est vrai qu'il faut s'attendre à tout sur les contrats futurs de matières premières. On l'a bien vu sur le pétrole notamment, comme tu l'as bien rappelé, Alain. On est sur des choses assez incroyables. Bon, des choses qui ne durent pas, évidemment, parce que quand c'est négatif, c'est qu'on rend de l'argent. Donc ça ne dure pas, c'est une anomalie, et donc tout le monde s'engouffre dans la brèche, et donc ça ne dure jamais très longtemps. Au-delà des matières premières, nous avons les matières premières, c'est ce qui amène l'inflation en Europe, en zone euro notamment. Eh bien, c'est le pic d'inflation qui est recherché. Alors, il est recherché partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Chine, partout dans le monde, le pic d'inflation est recherché. Voilà, donc, je dirais désespérément, parce qu'en fait, pour l'instant, personne
Alors, il y a une faute de frappe avec un S qui manque, mais le désespérément, c'est un petit peu le marqueur du moment, puisque désormais le pic d'inflation, on semble toujours, une fois qu'on l'a trouvé, on semble toujours, on a l'impression qu'il nous échappe et on semble toujours courir après en quelque part, puisque désormais l'inflation, notamment en Europe, est de l'ordre de 10% en ordre de grandeur. Donc c'est assez incroyable, sachant que, on verra les chiffres en détail après, que l'inflation qui compte réellement, c'est l'inflation corps, puisque euh, l'inflation brute, c'est l'inflation notamment en Europe qui est importée, c'est l'inflation qui provient des matières premières et de cette volatilité, et notamment de cette surenchère, et également de cette surenchère sur le prix de l'électricité, avec l'ANREN. Donc on est sur finalement un fonctionnement de marché qui est totalement, entre guillemets, régulé, donc faussé. Résultat, on est sur des prix qui n'ont rien à voir, notamment en France, avec ce que l'on produit en termes de mégawattheures avec nos capacités propres. Donc on est sur quelque chose qui est artificiel en quelque part, qui nous impacte et qui fait que l'inflation en zone euro est fortement importée. D'autant plus qu'on a également l'euro-dollar qui est en notre défaveur. Donc on a un petit peu le double effet qui se coule, puisque de fait, à cette inflation apportée par les matières premières, on a également l'effet d'un euro faible qui est comme les matières premières sont notamment cotées en dollars américains, eh bien, on a de fait une surcouche comme ça d'inflation apportée avec un euro-dollar faible. On parlera des courbes après, mais c'est ce qui nous impacte et c'est vraiment voilà, le contexte fondamental dans lequel nous baignons actuellement. Alors pour contrer l'inflation, les banques centrales, notamment les grandes banques centrales occidentales, notamment la Fed et la BCE, mais également la Bank of Japan et la banque, notamment of England, et puis la banque suisse également, sont avec des discours très hawkish, et certaines sont même passées à l'action. C'est la Fed et la BOE qui sont passées à l'action les premières, la BCE a été tardive. La BNS commence et la BOJ y songe. Voilà où nous en sommes. Et en ce qui concerne les prochaines hausses, puisqu'on a des hausses désormais qui sont normales à 75 points de base, eh bien la prochaine hausse attendue est également de 75 points de base pour la Fed. Ça sera logiquement le 2 novembre prochain, donc la semaine prochaine. Et on a ensuite une atténuation de la trajectoire attendue. Donc on devra avoir, après ce 75 points de base de hausse, sur la fin d'année, au niveau de la Fed, plus que 50 points de base. Donc on aura 125 points de base, logiquement, d'ici la fin de l'année. Donc, ce qui est pas mal quand même. Ce qui est pas mal quand même, donc une hausse, puis un ralentissement. On regardera les dot plots et puis ce qui est attendu concrètement pour les années ensuite à venir en zone américaine. La zone américaine, de fait, elle a une récession qui est notée. C'est une récession technique qui est constatée, qui existe depuis, en gros, le printemps, hein, depuis le mois de juin, en fait, de cette année. On a donc une récession technique, puisque 2 trimestres consécutifs ont été négatifs au niveau de la croissance. Par contre, on est très peu négatif. Hein. On est moins... on est sous les zéros, mais on est à 0, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais on est entre 0 et moins 1 en quelque part. Donc on est très faible. On va voir les chiffres après. Exact. Et tandis qu'en Europe, nous avons un ralentissement. Un ralentissement, on est avec une zone européenne qui n'est pas encore en récession. La grande différence entre la récession technique aux US, c'est que celle-ci est pilotée, elle est souhaitée, elle est voulue, elle est annoncée. Et la Réserve fédérale est une banque centrale élastique qui pilote une devise élastique et qui peut tout à fait, après avoir monté les taux très fortement, les baisser aussi rapidement et aussi fortement. Donc si besoin, ils peuvent ralentir, enfin ils peuvent freiner leur hausse de taux et même repartir en arrière. Et ce backtrack fera qu'on a de fait,
Alors avec une petite inertie, mais du coup une fin de la récession et une reprise de la demande qui pourrait survenir aux US. C'est pour ça que les marchés sont confiants, notamment côté US. Et chez nous, c'est subi. Alors voilà, c'est la grande différence avec la zone euro qui, elle, a été tardive, dont la parole a été, pour la BCE, décrédibilisée par sa présidente qui a dénié en fait la réalité, qui n'a même pas encore fait son mea culpa, contrairement à Jérôme Powell. Donc on est sur une zone euro qui, si elle passait en récession, serait une récession, comme tu l'as dit, subie, et non pas pilotée. Et donc on aurait beau avoir un backtrack, déjà on sait que ça va être très compliqué, puisqu'il y a une énorme inertie, il y a un énorme retard dans toutes les décisions européennes, et de fait, même si ça arrivait, on aurait encore une inertie pour que ça se propage à l'économie dite réelle. Donc de fait, on aurait, si la zone euro passait en récession, une récession qui n'est pas du tout technique, qui est plutôt subie effectivement, et qui est notamment subie à cause très certainement le jour où ça arrivera, ça sera constaté parce que l'Allemagne, effectivement, sera la locomotive qui déraillera. Et petit à petit, c'est ce que l'on voit au niveau des PMI, puisqu'ils sont notamment en Allemagne et même dans les autres pays désormais sous les 50 et clairement sous les 50. Donc on a un ralentissement de cette zone euro avec une crainte d'une récession non technique. Donc une récession qui pourrait durer et qui pourrait aller beaucoup plus bas que la zone US. Au niveau de la zone euro, donc, je vous ai mis quelques chiffres. On a un taux directeur à 25 depuis le 8 septembre. On va avoir un meeting de la BCE dans 2 jours, donc le 27 octobre. Et là, on s'attend également à une hausse de taux de l'ordre de au moins 50 points de base. Et le consensus est aujourd'hui pour 75 points de base, à l'image de ce qui se passe sur la réserve fédérale. Donc on devrait atteindre les 2% d'ici 2 jours, en fait, sur notre zone euro. Voilà, donc on en est là. On a une inflation annuelle glissante de 10%. Précédemment, nous avions 9,1%, donc 10%, c'est un peu symbolique, c'est 2 chiffres. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas encore de l'hyperinflation, mais qui commence à titiller les bornes de l'hyperinflation. Et notamment, on a une inflation cœur qui est à seulement 4,8, donc c'est-à-dire en gros 5% versus 10. Donc en fait, on voit bien que l'essentiel de l'inflation est de l'inflation pour la moitié, en tout cas importée, de par la faiblesse de l'euro et d'autre part de la part des matières premières que nous payons excessivement cher et en plus en dollars. Le PIB au deuxième trimestre glissant, on est à du 4%, donc vous voyez, on est quand même une croissance, un taux de croissance qui est quand même honorable, malgré tout ce que l'on dit sur nos craintes, mais on est en ralentissement et par rapport aux précédents chiffres, on a perdu quasiment, on a perdu 130 points de base, donc on a perdu voilà, plus d'un point. Et donc, c'est ce ralentissement en fait qui fait peur, la vitesse du ralentissement et surtout les causes du ralentissement, et notamment avec l'Allemagne qui malheureusement, si l'hiver était froid, parce que c'est ça que je voulais dire en fait en introduction, c'est que on a encore d'énormes incertitudes sur comment on va passer l'hiver en zone euro, avec notamment une industrie en Allemagne qui est essentiellement basée sur le gaz, une industrie en France qui est essentiellement basée sur l'électricité, mais on a une industrie beaucoup plus faible, puisqu'elle est de l'ordre de la moitié de ce qui se passe, la taille allemande. Et donc, c'est véritablement l'Allemagne en fait qui drive, l'Italie également, et l'Italie est aussi très dépendante du gaz pour son industrie. Donc, de fait, on a voilà, des craintes sur l'hiver sera-t-il froid, et l'hiver, de fait, un hiver froid, sera-t-il impactant pour des coupures de gaz, notamment en Allemagne et puis dans les autres pays de l'Est ou dans certains pays du Sud comme l'Italie. Il faut savoir que voilà, sur le gaz, on s'est effectivement coupé du gaz russe, ce qui fait qu'on s'alimente actuellement à un prix excessivement cher par d'autres moyens, notamment par des approvisionnements de supertankers américains.
et on paye 4 fois le prix de ce que l'on devrait payer par rapport à un pipeline. On a également des approvisionnements par rapport à des arrivées du Sud, notamment en France. Nos réserves, on l'a dit, sont complètes par rapport au gaz algérien. Et on a également des alimentations de la part des pays du Nord. Donc on est sur des alimentations autres. Mais même si on peut passer avec un hiver doux, l'hiver sans difficulté, tout l'enjeu sera de voir si cet hiver, on aura des températures glaciales et de fait des températures qui auront de fait un impact sur les anticipations du marché. Donc, pour le coup, le réchauffement climatique serait une bonne chose pour l'idée d'un réchauffement climatique serait une bonne chose pour l'économie. C'est un peu provocateur, mais exactement, c'est tout à fait ça. Là, pour le coup, on le voit aujourd'hui, en fait, on vit une sorte d'été indien qui continue, des températures douces, comme ça c'est déjà arrivé par le passé dans cette période automnale. Et c'est vrai que c'est surtout l'hiver. Voilà. L'hiver sera-t-il froid comme on l'a connu parfois, du -10, -15, -20 parfois, c'est exceptionnel, hein, ou alors un hiver doux avec des +5, +10 parfois dans la journée, notamment en France. Et donc, c'est ça qui va driver les choses. Et là, comme je disais en introduction, personne n'est capable, notamment dans les agences qui sont là pour nous donner des prévisions météorologiques, personne n'est capable de s'engager véritablement, malgré les modèles, malgré la puissance de calcul et malgré le recul que l'on a. Donc on en est là, et donc pour en tout cas passer la période, on a la Banque centrale européenne qui est toujours prêteur en dernier ressort, et on voit que son bilan, donc là c'est un bilan à mi-octobre, eh bien, il est à 8000, un peu plus de 8700 milliards, donc on est à plus de quasiment 9 trilliards en fait d'euros de bilan. Et le bilan, ce qui est surtout à remarquer, c'est l'explosion en fait que l'on a eue depuis, vous pouvez le constater sur le graphique, depuis en gros mars-avril 2020, c'est-à-dire depuis finalement le lockdown voulu et souhaité par l'Italie, puis par la France et puis ensuite par tous les autres pays qui ont suivi en Europe. Donc, suite à ça, on est passé en gros de 4500 milliards à presque 9000 milliards. Donc, on a un doublement du bilan de la BCE en soutien finalement aux économies et au fameux quoi qu'il en coûte qui a eu lieu dans quasiment tous les pays occidentaux, et notamment donc en zone euro. Aux États-Unis, ils ont fait la même chose et ils ont le même effet sur le bilan de la Fed. Donc c'est un problème qui n'est pas que européen, c'est un problème qui est également américain. La grande différence, c'est que aux États-Unis, ils ont cette fameuse devise élastique, ils savent faire des marches arrière. Ils ont également la puissance du dollar, puisque le dollar, c'est leur devise, mais c'est aussi notre problème, en tout cas le problème des autres. Ce qui n'est pas le cas avec la zone euro. Donc, avec la zone euro, on subit une fois de plus et on n'est pas maître finalement. Donc, c'est un gros problème, d'autant plus que ce bilan à près de 9 000 milliards, c'est également quasiment 100%. Enfin, quand je dis quasiment, on est un petit peu en dessous, mais quasiment 100% du PIB consolidé de la zone euro. Tandis qu'au niveau outre-Atlantique, on est sur des niveaux relativement plus faibles. On est loin d'être proche de 100% du bilan. Donc on est sur finalement un problème qui commence à s'accumuler. Et comme on peut le constater par le passé, on a beaucoup de mal à revenir à des niveaux précédents. Donc même si la BCE avait ces derniers temps réussi à réduire son bilan de 3-4 milliards, c'est rien, c'est de l'ordre de même pas 1% par rapport à l'enjeu en fait. Donc, et puis on voit précédemment, depuis la crise des dettes souveraines, le bilan avait déjà une
première fois explosé de 2000 à, disons, 4000. Et donc, on a déjà doublé le bilan et on n'a jamais réussi à le réduire. Donc là, on est sur des 9000 et il est fort à parier qu'on va avoir du mal eh bien, à le réduire, d'autant plus qu'on voit bien que, on l'a dit, hein, en fonction quand même de la température cet hiver, mais malgré tout, on a quand même des difficultés qui sont à venir, des nuages qui s'amoncellent, un ralentissement en zone euro, un ralentissement avec une crainte de récession pour 2023 qui ne serait pas pilotée et donc qui nous échapperait. Donc là, le bilan de la Banque centrale européenne risque de dépasser les 9000 allègrement en 2023 si d'aventure les risques se matérialisaient. Un petit tour aux USA pour faire un petit peu le parallèle. Donc les taux directeurs sont à 3,25. On va avoir donc, on l'a dit en novembre prochainement, donc une décision. On va passer logiquement à 4%. Donc on l'a dit, hein, du attendu à 2% en zone euro versus 4% attendu aux USA. On voit bien que l'effet carry trade continue à jouer. On a un delta de 2 points en fait, donc de 2% en faveur du dollar américain. Et donc les vendeurs euros vont certainement continuer dans ce sens. Donc ça, c'est pas bon pour l'euro, hein. On le verra après sur les courbes. On a une inflation aux USA qui est de l'ordre de 8%, 8,3%, avec une inflation cœur à plus de 6%. Donc dit autrement, on est sur du 8% versus 6%, c'est-à-dire qu'on n'est pas du simple au double. Là, on est plutôt de l'ordre, on voit bien, de 2 points par rapport à 8%. Donc c'est seulement finalement un quart, voilà, un quart qui concerne de l'inflation, entre guillemets, importée à cause du prix des matières premières et de l'énergie qui a monté. Donc aux États-Unis, ils en subissent moins les conséquences, c'est moins impactant que, évidemment, en zone euro, on l'a dit. Et puis on a ce que finalement la Fed regarde désormais, c'est-à-dire le PCE Core. C'est un autre indicateur d'inflation, c'est l'indicateur réel, on va dire, dans le panier de la ménagère. Et donc il est à 4,9%, arrondissons à 5%. Et donc c'est ça que la Fed regarde véritablement. Elle n'a pas un mandat obligatoire à 2% maximum, elle a désormais un pivot à 2%, donc elle s'autorise à être au-dessus. Donc avec une inflation cœur à du 4-5%, c'est acceptable, puisqu'on était pendant longtemps à du 0%. Et donc une moyenne autour de 2%, c'est son mandat désormais, et elle est dans les clous. Tandis qu'en zone euro, le mandat de Christine Lagarde, c'était de la maintenir close to 2, but below 2, c'est-à-dire proche de 2%, mais malgré tout en dessous de 2%, et on voit bien qu'avec une inflation à 10%, eh bien, la présidente de la BCE n'a pas rempli son mandat. Et pourtant, tout continue as usual, on va dire. Donc, tout va bien, dans le meilleur des mondes, en Europe, comme d'habitude. Donc, écoutez, on verra ce que ça donne dans 2 jours. On verra le ton du meeting. On verra également la décision. Est-ce que c'est vraiment 75 points de base ou un timide 50% comme la fois précédente? Nous verrons. Voilà, sur le PIB, et puis ensuite on passera aux courbes. On est sur un year over year, c'est-à-dire un glissant aux USA à moins 0,6%. C'est ce que je vous disais, entre 0 et moins 1%. Je n'avais pas le chiffre en tête exactement, mais vous voyez, on est revenu à moins 0,6%, sous les moins 1%. Tandis que précédemment, nous étions à moins 1,6%. Donc non seulement on est sur une récession technique, une récession qui en plus s'améliore, c'est-à-dire qu'en gros, dans la récession, on a une sorte de recovery petit à petit, et donc c'est une récession pilotée qui pour l'instant n'échappe pas ni à Janet Yellen, qui est quand même celle qui pilote finalement ça, et encore moins à Jérôme Powell, qui est lui le grand chef d'orchestre de tout ça. Le chômage, aux États-Unis, 3,7%, en Europe, quasiment le double, à 6,6%, même si on est stable. Aux États-Unis, même si on est un petit peu monté, on reste clairement du plein emploi aux États-Unis. Donc en fait, l'inflation aux États-Unis, et c'est ça qu'il faut bien voir en conclusion de ces chiffres, l'inflation aux États-Unis, elle provient avant tout d'une hausse des salaires. Et donc elle bénéficie à la consommation au marché domestique, elle bénéficie de fait aux USA.
tandis que l'inflation en zone euro, eh bien, elle bénéficie pas vraiment à la zone, puisqu'elle est, on l'a dit, importée par l'effet currency et par, évidemment, l'effet des commodités. Donc, elle profite à d'autres, elle profite malheureusement à l'extérieur de la zone. C'est une inflation exogène, mais qui malheureusement, comme son nom l'indique, est ex-zone euro et donc les effets n'en bénéficient pas. Donc la cause est exogène et la conséquence est également exogène en quelque part. Alors, vu que personne n'a posé la question dans le chat, je vais la poser à Benoît quand même. Mais quelle incidence sur les élections qui nous arrivent là, le 8 novembre, les mi-termes, est-ce que ça peut changer quelque chose? Alors, logiquement, ça devrait bénéficier effectivement à Joe Biden, puisque les salaires augmentent malgré tout et la récession, même si elle est voilà, constatée, elle est technique et elle n'est pas vécue par les Américains comme impactante au quotidien. On n'a pas une vague de faillite, on n'a pas des gens au chômage. On le voit bien, les chiffres du chômage sont bons. Donc en fait, ça devrait logiquement bénéficier à Joe Biden. Sur le fond, le contrat est plutôt rempli. Par contre, le problème de Joe Biden et des démocrates, c'est la forme. Joe Biden est un petit peu âgé. Il s'est perdu dans les jardins de la Maison-Blanche. Exactement, il parle des fantômes, enfin bref, c'est un peu compliqué. Et là-dessus, effectivement, les républicains en profitent. On verra si c'est confirmé dans les urnes, effectivement, prochainement. Je crois que c'est le 11 novembre ou le 9 novembre, la date de l'élection. En tout cas, c'est donc la première quinzaine de novembre. On va voir. C'était le 8 parce que c'est le 8, pardon. On devait faire notre journée de webinaire le 9 et on m'a dit que c'était pas une bonne idée parce que c'est un gros market mover Oui, le 9. Donc voilà. Parce que le 9, on aura le résultat, effectivement. Donc c'est le 8. De fait, donc il y a ça qui peut être impactant pour Joe Biden, mais on a également malheureusement l'inflation qui, voilà, même si on a les salaires qui suivent, on a également quand même les prix aux USA qui montent. Et ça, l'inflation, c'est quelque chose que Joe Biden, notamment au niveau du prix du gallon, sur ses discours, hein, sur la forme, il a eu le tort, entre guillemets, de dire qu'il allait maîtriser l'inflation. Ce n'est pas ce qui s'est passé, même si on est sur des effets beaucoup moindres qu'en Europe. Et donc, les électeurs peut-être lui en feront greffe. On a également eu des chèques Biden, notamment pour contrer l'inflation récemment. Donc ça peut peser dans la balance positivement, même si effectivement c'est toujours un peu particulier, un peu bizarre de vouloir arrêter l'inflation en rajoutant finalement de l'argent, parce que effectivement c'est comme si on veut arrêter un feu en faisant un contre-feu. Parfois ça marche, c'est vrai, mais c'est quand même toujours un peu particulier. Voilà, donc on verra les résultats. Donc logiquement, d'après les sondages, c'est quand même les républicains qui pourraient reprendre la main, mais c'est assez serré et plus on va se rapprocher de l'échéance et plus effectivement, comme d'habitude, les sondages vont être un petit peu coude à coude. On aura le résultat que le lendemain. Sur les dot plots, alors sur la suite de ce que prévoient les membres du FOMC, on a alors précédemment, nous avions des dot plots typiquement en 2024 à 3,4%. Là, on est à en gros 3,9%, quasiment 4% pour 2024. Hein. C'est la moyenne qui est attendue en 2024. Et on voit que c'est le début d'une baisse après une hausse jusqu'en 2023. Donc en 2022, on devrait atterrir vers du 4%, et même la moyenne du consensus nous donne du 4,4% en 2022, 4,4%. Donc on l'a dit hein, précédemment, on va être à très certainement 4%. Donc on va atteindre quasiment cet objectif. Et ensuite, on va avoir une petite poursuite en 2023 pour aller titiller les 5%. Et ensuite, on devrait en 2024 rebaisser. On avait 3,4%, on l'avait dit la dernière fois que nous avions fait un webinaire ensemble cet été, mais là désormais c'est plutôt du 3,9, quasiment 4%. Donc en fait la nouvelle normalité des taux d'intérêt, c'est de l'ordre de 4 à 5% aux États-Unis.
pour nos 2 à 3 ans à venir. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et de ces taux d'intérêt directeurs découlent les taux d'intérêt commerciaux. Et donc, cela, on a évidemment les taux des mortgages, hein, pour avoir des loans, pour avoir les prêts, voilà, aux particuliers, aux entreprises et pour l'immobilier. Donc là, on rajoute des markups et on est sur des taux actuellement qui sont assez conséquents. On a du 7-8%, notamment sur des prêts immobiliers aux États-Unis. Et une incidence sur le Une marché incidence, immobilier. oui, Ouais. c'est que le marché immobilier il est en train de se friser. On n'a pas de crash, on a un atterrissage un peu brutal, mais ce n'est pas encore un crash. Ce n'est pas un soft landing, ce n'est pas un crash. Pour l'instant, les choses tiennent. Mais comme on l'a dit, la Fed veille à tout ça. Voilà, au taux de défaillance, ça c'est vraiment ce qu'elle regarde comme le lait sur le feu, parce que c'est ce qui tient l'économie. Le marché immobilier, les PMI, hein, les anticipations des acheteurs, et puis évidemment voilà, le consensus des analystes pour la suite. Donc on est sur un marché qui est quand même très surveillé aux États-Unis. De toute façon, la récession était voulue, hein, pour maîtriser l'inflation. La récession était souhaitée, elle est là. Et donc, on veut refroidir un petit peu la machine. Donc, c'est normal qu'on ait ces effets, même si ce sont des effets négatifs. Tant qu'ils ne sont pas délétères, c'est voulu. Et donc, c'est tout à fait dans la normalité. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce que vous avez des remarques? Parce qu'on va passer maintenant, je pense, plus à l'analyse technique, dirons-nous, l'analyse des graphiques et les perspectives à moyen terme, puisque Benoît vous l'a dit, il est plutôt sur un objectif de swing trading au niveau de son trading. Et de fait, je pense que c'est ce qui vous intéresse aussi. Ce n'est pas forcément ce qui va se passer demain matin ou demain dans la journée de la séance de demain, mais plutôt ces prochaines semaines, sinon prochains mois. Donc, c'est important, je pense, d'avoir cette vision à moyen terme, sans aller trop loin, parce qu'il y a beaucoup trop d'incertitudes si on va très loin. Mais là, donc, je vous disposais toujours de cette fenêtre chat. Hein, j'espère que vous l'avez tous trouvé. Vous pouvez poser vos questions, vos remarques. Non, c'est clair, merci, me dit-on. Bon, c'est très bien. Donc, on va passer à la suite, quelque part. Oui, donc, et on switchera également peut-être, soit tout de suite, soit après. Tu me dis, Benoît, avec les plateformes pour le temps réel. Oui, on va switcher, pas tout de suite, mais là, on est en weekly. On voit bien que, voilà, sur ce que je vous affichais là, c'est le CFD du pétrole brut américain. Et donc, on est sur voilà, 84 dollars, donc sous les 90, mais comme on le disait, hein, c'est un pivot 90. On est davantage sur des prix un peu plus élevés en Europe. Donc, on est sur voilà, un effet. Quand on est passé sous les 80, c'est là où effectivement l'OPEP a commencé à réagir, a commencé à faire fuiter cette volonté de réduire le robinet. Et puis on a eu ensuite le robinet qui a effectivement été fermé, mais 2 fois plus fort que prévu. Et donc la nouvelle normalité, c'est ça, c'est entre 80 et 100 dollars le baril. Voilà, avec évidemment des bornes entre le WTI et le Brent qui sont un petit peu différentes, mais c'est la nouvelle normalité. C'est plus 70, c'est désormais 90 en pivot. Donc là, on voit bien la dynamique qui est en train de s'affaiblir au niveau des bandes de Bollinger qui se resserrent. Donc, ça a tendance, peut-être pour les prochaines semaines, à vouloir rester, on va dire, relativement dans le range. Oui, c'est ça. La logique voudrait qu'on soit plutôt effectivement en range, peut-être avec un effet quand même d'oblique haussière, donc un range légèrement haussier, parce que justement, on va arriver petit à petit au cœur de l'hiver, et donc les températures de toute façon vont baisser, quoi qu'il arrive. Mais maintenant, si c'est un hiver doux, ce sera plutôt en range. Si c'est un hiver fort, ça sera plutôt un range avec une oblique un petit peu plus pentue. Donc c'est l'idée, c'est d'avoir ces 90 en pivot. Et donc, pour des traders, c'est bon quand on a comme ça une sorte de boussole, de repère, parce que ça permet de se dire, quand on est sous les 80 ou autour des 80, on va prendre position à l'achat, et puis quand on arrive à titiller sur les 100, c'est le moment peut-être de se délester, voire même de repasser
short pour les plus audacieux. Sur un marché comme ça, il vaut mieux être long plutôt que short dans tous les cas. Mais déjà, ne travailler qu'une jambe, ça reste faisable. On voit bien que on a nos moyennes mobiles, là, on a la grande ligne noire qui continue et qui est la moyenne mobile exponentielle long terme et sur laquelle les cours ont tendance à s'appuyer. Alors c'est une zone, hein, c'est pas, même si on s'appuyait parfaitement à un moment donné, mais et puis même si récemment on est peut-être passé un petit peu en dessous, mais en tout cas c'est une zone. Et donc cette zone, quand on est en train de la travailler, c'est un petit peu le cas aujourd'hui. C'est voilà, un début d'anticipation pour se dire tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais prendre? Si oui, où je passe mes stops? Et là, on a des stops assez facilement positionnables sous le dernier doji d'il y a à peu près un mois. Voilà. Donc pour notre pétrole, en weekly, avec une prochaine phase haussière sur les indicateurs, notamment le stochastique, donc tout va dans ce sens. On peut passer effectivement sur la plateforme si Alors, pourquoi pas hein, aussi. là, oui, tout à fait. On peut basculer. Donc là, la différence, c'est que ça permet de passer en daily hein, notamment. Voilà, on va effectivement passer en daily, parce qu'on était là aussi en semaine, donc on va passer typiquement en daily et peut-être zoomer plutôt sur. Voilà, on est donc sur le CFD crude oil continu. Donc voilà, je laisse Benoît voilà, commenter. donc là, on voit bien que même en daily, c'est peut-être un bon moment pour se positionner. Alors, il n'y a pas lieu de se précipiter. On a l'effet range qui joue à plein là, au niveau des dernières séances. Donc, même en horaire, on était plutôt cadré à l'horizontale. Maintenant, on est sur une phase haussière à venir, en daily, en weekly. Donc, on a l'alignement des planètes qui sont là. On a, bon, pour les gens qui n'aiment pas le risque, sous les 75, un stop qui, de fait, sera difficilement touché. Et puis, pour les gens un peu plus sportifs, un stop sous les 80, ça permet voilà, d'avoir un meilleur ratio gain-sur-risque et de viser un retour vers les 100 sans forcément atteindre 100, mais vers les 100. Disons qu'à 95, à 94, 95, on commence à prendre une partie de nos bénéfices. Voilà, typiquement, comment on peut travailler le pétrole. On voit très bien les dernières bougies d'hésitation, hein, puisqu'on se retrouve avec des dojis ou des bougies avec très peu de corps, donc des grosses bougies d'hésitation au plein milieu de la moyenne mobile du journalier, quoi. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, on peut prendre position, peut-être comme tu le dis. Alors, on repasse peut-être de nouveau à la présentation et on va de fait switcher sur le graphique suivant. Voilà. Alors, le gold, en ces temps d'amoncellement de nuages sur nos économies occidentales, la logique voudrait que valeur refuge soit une valeur refuge, effectivement. Et on voit bien que ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas le cas. Il y a une explication. L'explication, c'est que finalement, c'est le dollar américain qui fait valeur refuge ces derniers temps. Alors, l'or ne fait pas office de valeur refuge parce que pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'alarmer. On n'a pas de crash. On a une sorte de soft landing qui parfois est un petit peu plus violente quand même qu'on le souhaiterait, mais on le voit bien, pas de crash, pas de décrochage, plutôt une baisse régulière avec des rattrapages, on le verra sur les indices. Et donc, de fait, le gold reste à des niveaux, somme toute, qui sont des niveaux moyens, entre guillemets, bas par rapport à une moyenne récente. Par contre, sur le long terme, effectivement, on est quand même sur de l'or qui est assez élevé. Hein. L'once autour de 1700 $. Ça reste quelque chose qui est quand même proche des records absolus quand on dépassait les 2000 $. Donc, 1700, c'est somme toute pour des mouvements à court terme assez éloignés, plutôt en bas de range, entre guillemets, puisqu'on a un effet de range également sur le gold hein, depuis 2020, depuis le Covid, mais on reste sur un historique long quand même à des niveaux qui sont hauts. Donc dit autrement, l'or est un bon indicateur justement du niveau de risque. On a le VIX également hein, qui est quand même l'indicateur ultime au quotidien, mais l'or montre qu'aujourd'hui, les opérateurs
restent confiants par rapport à ces amoncellements de difficultés qui, entre guillemets, sont souhaités. Parce qu'ils savent que derrière, les banques centrales sont les prêteuses en dernier ressort et que, notamment en zone américaine, si besoin, eh bien, on fera une marche arrière sur le mouvement actuel de hausse des taux et on repartira même sur un quantitative easing si besoin, alors qu'on est actuellement sur du tightening. D'accord. Donc, effectivement, comme tu parlais de range, ça me donne envie de tracer ce range sur l'hebdomadaire ici, hein, et de zoomer ce range-là avant de passer au daily. Donc, évidemment, on est habitué aussi dans les fausses sorties de range, donc il faut être prudent de ce côté-là. C'est vrai que d'une manière puriste, analyse technique, on dirait on est sorti du range. Il faut quand même peut-être être prudent, je pense. On est sorti du range, mais on n'a pas encore fait d'inversion de polarité. Et cette sortie n'est pas encore confirmée sur le long terme. C'est plus une sorte de zone qui est en train de s'agrandir, de bas de range, autour des 1650, 1630. Voilà. On travaille comme ça ces allers-retours. Donc actuellement, on est plutôt sur pour ceux qui font du cumul d'or physique, par exemple, hein, sur des bons niveaux d'achat. Pour du trading, on est également sur des bons niveaux d'achat. Par contre, effectivement, voilà, l'or n'est pas une valeur sur laquelle on va pouvoir faire des allers-retours aussi pertinents que sur d'autres actifs, hein, typiquement comme ce que l'on va voir tout de suite après sur l'euro-dollar ou ce que l'on a vu précédemment sur notre pétrole. Donc plutôt pour du long terme, accumuler entre 1600 et 1700 pour des retours au-delà de 1700, donc des retours dans le range à venir, notamment à la faveur de l'hiver, et peut-être des tensions qui vont se durcir, qui vont voilà, crisper un petit peu le marché, et de fait l'or va revenir un petit peu sur le devant de la scène, sans toutefois être la valeur refuge ultime, parce que pour être la valeur refuge ultime, il faudrait dépasser les plus hauts historiques à plus de 2000 $. Là, techniquement, on voit qu'effectivement, si on tente de tracer un peu une trendline qui joindrait un peu les sommets, donc 3 sommets alignés en daily, hein, notre graphique est repassé en daily maintenant. Même un quatrième avec. Et on voit maintenant, effectivement, comme tu le disais, il y a une sorte de tentative de sortie, on réintègre, on ressort, mais on ne va pas vraiment plus bas. Donc, on fait un mini range daily sous le grand range weekly, quelque part. Donc, il y a peut-être un point intéressant technique. Enfin, on arrive autour des 1700, effectivement. En tout cas, on voit bien que le marché a fait un double bottom et n'a pas souhaité avoir un plus bas que le précédent. Donc, on est voilà, sur du 1620, 1630 au plus bas, et on est sur un effet où le prochain plus haut sera potentiellement, puisque le marché nous montre ce signe un peu précurseur, à la faveur voilà, d'un hiver qui va arriver petit à petit, hein, et donc les températures qui vont baisser, donc des tensions qui vont se crisper, un pétrole qui va remonter, du gaz qui va de nouveau remonter, et des alertes sur on l'a dit, hein, sur la zone européenne, et donc l'or, eh ben, très certainement va revenir au-delà de 1700 et peut-être dépasser les derniers points hauts à 1730, ce qui serait voilà, l'objectif en tout cas à atteindre pour nous. Ok, merci pour ces précisions. Donc, on passe à la suite et on revient dans ton domaine de prédilection, je dirais, puisque là, on revient dans le Forex et plus particulièrement sur la paire majeure euro-dollar. Donc, euro-dollar qui fait beaucoup parler d'elle, notamment parce qu'effectivement, il y a ce carry trade que tu as souligné tout à l'heure entre les deux banques centrales, entre les deux politiques de banques centrales. Mais on voit quand même une dégringolade assez régulière, là, quelque part. Que rien ne semble arrêter pour l'instant. Pour l'instant, exactement, puisqu'on est sur un euro-dollar qui désormais est sous la parité mathématique, qui est un peu un symbole et qui fait peur un petit peu j'ai envie de dire à monsieur et madame tout le monde au quotidien, puisque là, on a l'impression d'avoir un euro qui est sous-coté par rapport à un dollar américain, ce qui est vrai mathématiquement, mais ce qui était vrai de toute façon depuis fort longtemps. Depuis en fait l'épaule tête-épaule de 2020-2021, nous avions travaillé pour ceux qui suivent nos webinaires régulièrement, puisque la parité des pouvoirs d'achat était au niveau de cette épaule tête-épaule
autour des 1,20 entre guillemets, hein. C'est ce que l'on travaillait à l'époque. Voilà. Donc, depuis cette sortie jambe baissière en 2021, on est sur un euro qui est de plus en plus déprécié face au dollar américain, puisqu'on est sous la parité des pouvoirs d'achat et désormais sous la parité mathématique. Donc ça fait effectivement un petit peu bizarre d'être comme ça, même pour les cambistes hein, que nous sommes, ça fait un peu bizarre d'avoir du 0, quelque chose à travailler au quotidien, alors qu'on a tellement eu l'habitude pendant 2 décennies d'avoir du 1, quelque chose. Donc aujourd'hui, on en est là. On n'a pas encore malgré toutes les saturations hein, des indicateurs techniques en zone de survente, on n'a pas de signe précurseur pour un changement de paradigme. Et comme on l'a dit, si le carry trade se poursuit, et pour l'instant c'est ce vers quoi on se dirige, eh bien on devrait continuer à avoir une baisse de l'euro-dollar, sachant que le dollar n'est pas ainsi que face à l'euro, il est fort face à tout un panier de devises, en fait face à toutes les devises, et notamment face au yen japonais, donc, et puis face évidemment à la livre sterling. Donc on est comme ça sur un effet où la zone refuge, c'est la zone dollar en fait. La zone refuge, c'est la zone dollar. Et la valeur refuge n'est plus vraiment l'or, mais bien le dollar américain. Donc on a des rapatriements massifs outre-Atlantique. On a plus confiance dans la zone américaine que dans la zone euro. Et on a cet effet de carry trade qui joue. Donc en fait, pour l'instant, on est dans un paradigme baissier euro-dollar et pour l'instant, rien n'indique qu'on devrait avoir des changements. On aurait un changement si jamais la Réserve fédérale faisait ce fameux backtrack et elle pivotait de fait pour revenir en arrière sur ses décisions. Et à ce moment-là, on aurait potentiellement, effectivement, plutôt un euro qui serait de plus en plus apprécié par rapport à un dollar américain qui serait de moins en moins rémunéré, puisqu'on aurait un backtrack. Et donc, de fait, on aurait un effet de carry trade qui s'estompe et donc un euro-dollar qui pourrait revenir au-dessus de la parité mathématique. Pour l'instant, on a du mal. La parité mathématique est en train d'être travaillée au moment où on parle, à 0,9950 à peu près. Et donc, on est voilà, on est loin d'être sorti de cet effet. Pour l'instant, on est plutôt sur un dollar index qui a encore du potentiel et donc un dollar qui pourrait très bien de nouveau reprendre des couleurs à la défaveur d'un euro-dollar. Donc, on voit bien que le stochastique pourrait, là on est en journalier, hein, pourrait croiser dans les jours prochains, donc la semaine prochaine, à faveur de nos décisions des banques centrales et des discours des banques centrales, potentiellement avoir un retour vers le bas de la courbe. Alors, pendant que Benoît vous expliquait tout ce qu'il explique, en l'occurrence, je m'amusais un petit peu à matérialiser quelque part sous ce support vert ici le concept de l'épaule tête épaule qui avait été très bien détaillé par Benoît dans la formation de l'épaule de droite. Donc, c'est pour ça on peut retrouver dans les historiques sur la chaîne YouTube de Self Invest. Il suffit de rechercher des historiques à l'époque, là, donc mi-2021, où il évoquait cette fameuse tête épaule qui a bien sûr permis d'inverser la dynamique sur l'euro-dollar. Et là, forcément, on est en journalier, comme Benoît vient de vous l'indiquer, et j'étais très tenté, effectivement, de faire le canal. C'est presque trop beau pour être vrai, mais c'est pourtant la vérité, de dessiner ce canal d'une rare perfection, que ce soit sur les extrémités supérieures ou sur les extrémités inférieures, pour montrer quelque part qu'il y a véritablement durant toute la vie de ce canal comment dirait, une certaine harmonie, mais quelque part, effectivement, les politiques des banques centrales étant ce qu'elles sont, et tout cela étant bien connu, bon, on y va tranquillement quelque part. Il n'y a pas d'affolement ni dans un sens ni dans un autre, c'est presque une baisse raisonnée. Et je ne peux pas faire autre chose que de me dire, tiens, juste pour marquer la date quelque part, sans le faire exprès, c'est des bougies journalières et la bougie d'aujourd'hui tente de sortir de ce fameux canal si harmonieux. Alors, est-ce que c'est un signe avant-coureur? Qu'est-ce qui se passe ce soir? Tu as donné rendez-vous au marché, ou peut-être que Benoît parle à l'oreille des banquiers centraux et qu'on ne le sait pas encore. Non, loin de là. Mais
c'est vrai que je vous disais que le meeting la réunion de la BCE aura lieu dans 2 jours, et c'est ce qui se passe, hein. On a un consensus. On sait que voilà, la BCE va au moins augmenter de 50 points de base, et le consensus maintenant s'attend même à 75 points de base. Il s'attendait déjà à cela la dernière fois. Il a été un peu déçu parce qu'il n'y a pas eu les 75 points de base. Là, très certainement qu'ils vont avoir lieu, et c'est ce qui se passe au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a une tentative de sortie par le haut à la faveur d'un euro mieux rémunéré qu'anticipé. Donc un nouveau consensus. Par contre, ça ne remet pas encore en cause le canal. Il faudrait une sortie franche. Et quand bien même on aurait une sortie de canal, ça pourrait dans un premier temps que ne faire que rehausser les bornes pour élargir ce canal, voire peut-être adoucir la pente au mieux. Mais on reste sur un effet de carry trade qui est en défaveur de la devise européenne, malheureusement. D'accord, donc on va poursuivre maintenant avec, je crois, quelque chose qui est d'actualité, puisqu'il y a eu un petit remaniement brutal, dirons-nous, en Angleterre. Oui, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que je disais ces derniers temps que voilà, Liz Truss avait ses jours qui étaient comptés, et c'est exactement ce qui s'est passé. Elle a commencé par essayer de faire sauter le fusible qu'elle avait avec le ministre des Finances, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Son grand tort, ça a surtout été donc de présenter une baisse de la fiscalité massive sans financer, sans avoir de financement en face, c'est-à-dire sans avoir de réduction de coûts de l'État anglais en face. Et donc ça, c'est malheureusement un petit peu le péché originel qu'elle a eu, et c'est aussi d'ailleurs entre nous le péché originel que l'on a en France à la première mandature de M. Macron, puisque lors des 100 premiers jours, c'est véritablement ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire dégraisser le mammouth pour ensuite avoir les mains libres et la crédibilité pour continuer à faire ce qu'il souhaitait faire. C'est le péché originel de beaucoup de dirigeants, de toute façon, en Occident, de manière générale. Aux États-Unis, par contre, ça pose moins de soucis parce qu'ils n'ont de cesse de relever le plafond de la dette, et ils ont le dollar en allié plutôt que contre eux. Donc, de fait, la problématique est différente. Donc, malheureusement, cette problématique que l'on a dans tous les pays occidentaux, elle impacte plus fortement les pays européens, et l'Angleterre ne fait pas exception. Donc là, désormais, Liz Truss a cédé sa place. Boris Johnson était un peu sur les rangs, non, on n'y était pas. il était sur les rangs, mais en fait, il a négocié un fromage en quelque part pour la suite. Donc, on va voir où il terminera. Donc, il a laissé la place à Rishi Sunak. Et après tout, c'est de bonne guerre, puisque de fait, c'était lui qui, si ce n'était pas Liz Truss, aurait dû de toute façon être Premier ministre. Donc là, on va voir. En plus, il a appris des erreurs de sa prédécesseur. Donc, de fait, on devrait avoir une meilleure confiance du premier pas du nouveau gouvernement en Angleterre. On va voir, puisque c'est ce que le marché va regarder désormais, voilà, les souhaits de la City versus les réalités aussi de l'endettement en Angleterre. Certains mettent ça sur le dos du Brexit. En fait, ça n'a rien à voir. Le Brexit, il est plus que passé. Il n'a pas vraiment eu d'impact. Et on a bien vu après le Brexit que de toute façon, les chiffres anglais étaient plutôt bons. Là, on est plutôt sur quelque chose de post-Covid et de désormais, évidemment, suite à l'explosion des matières premières, pareil, de l'inflation importée en zone UK, comme nous la subissons finalement également en zone euro. Donc, alors là, nous sommes en hebdomadaire. Tu veux que je passe en quotidien aussi? En hebdomadaire, on voit bien que le GBP va se reprendre, logiquement, à la faveur de tous les indicateurs survendus. Donc, on a un petit peu l'alignement des planètes entre un RSI, un stochastique qui est déjà même reparti. Un point bas ultime, à un moment donné, sous les 1,05. Effectivement, là, autour des quasiment 1,15, qui était un de mes objectifs précédents. Donc là, on arrive à l'objectif. On va surtout maintenant attendre de voir ce que le nouveau Premier ministre, avec son nouveau gouvernement, va annoncer dans les prochains jours / semaines. Donc là, la livre sterling
peu à peu sort d'une sorte de défiance face au dollar américain. Elle a été très décotée, hein, évidemment, à la faveur du dollar américain. Donc le pound se reprend. Et effectivement, si les 1,15, comme tu le soulignes, sont percés, c'est que de fait, on va changer de paradigme. Et donc, au-delà, c'est 1,17. Et après, on va avoir évidemment un retour à la normale vers 1,20, puis 1,25, 1,30, etc. Pour les amateurs d'analyse technique, ils auront reconnu potentiel tasse avec ans, donc avec ces fameux 1,15, quoi, donc qui donnerait un certain potentiel haussier. Oui, tout à fait. C'est une tasse un peu, Oui, il y a une grosse rapide, séance. Il y a une mais grosse bon. séance, d'accord. Je suis d'accord. Une très grosse séance, ça marche. Mais l'esprit est là, peut-être. L'esprit est là, effectivement. Alors, après le câble, passons aux indices. Et par le principal d'entre eux et le plus ancien, peut-être, hein, puisqu'il a été créé déjà il y a plus d'un siècle quand même. Donc, le Dow Jones, que nous racontes-tu donc sur le Dow Jones? Alors, le Dow Jones, c'est quand même voilà, l'indice phare mondial, hein. Évidemment, il y a le SPI, etc. Mais le Dow Jones, c'est un bon révélateur parce que on a voilà, cette bataille autour des 30 000 là, qui joue depuis quelques semaines. C'est un peu tout l'enjeu de, de l'administration démocrate actuelle, hein, c'est de préserver le sentiment de pouvoir d'achat quand même des Américains, même si les salaires montent. Il ne faut pas à côté parce que les États-Unis, leurs retraites et leurs savings sont beaucoup basés quand même sur les indices et sur les fonds. Donc, contrairement à nous, hein, on est sur un autre système, donc on n'a pas cet effet où on regarde un œil sur la bourse tous les matins. Donc, aux États-Unis, l'effet de dépossession par une baisse de l'indice sous les 30 000 serait quand même fort. Et là, les 30 000 sont sauvés. On a eu ces derniers temps quand même pas mal d'allers-retours sous les 30 000 puis au-dessus des 30 000. Donc là, on est sur un effet de porte-voix, en fait, hein, qui n'est pas encore visible, mais qui se marque, un porte-voix voilà, qui fait Je que vais mettre en clip. ouais, de fait, hein, qui montre que la volatilité, en fait, est en train de s'agrandir. On est sur un effet d'atterrissage, un soft landing en quelque part, même si parfois le soft landing sous les 30 000 est un peu violent, un peu dur à digérer. Sachant qu'on part de quasiment 40, hein, on était à 36-37 au plus haut. Et là, désormais, au moment où on parle, on est de retour en route, hein, vers les 32 000, à 31 700 et quelques. Donc voilà, tout est bien qui finit bien. On va voir si ça tient jusqu'aux élections. Mais c'est l'idée, c'est l'enjeu. Et idéalement, évidemment, tu as tracé des obliques du porte-voix. Donc ça, c'est les zones à surveiller, hein, au-delà de 33 000 bientôt. Mais c'est surtout le dernier plus haut à 34 000 qui sera vraiment en ligne de mire et qui sera à surveiller parce que si on cassait par le haut ces 34 000, alors là, on pourrait dire que non seulement la Fed est en train de réduire l'inflation, mais en plus, elle maintient l'économie à flot et les indices et la confiance sur les marchés. Donc, c'est ça qui va être très, très surveillé dans les semaines à venir au niveau de l'indice américain. Et puis on voit très bien que ce niveau de 34 000, comme tu le soulignes, servait précédemment à la formation du porte-voix, servait de support quelque part avant le porte-voix. Alors pour la petite anecdote, les porte-voix sont des figures effectivement caractéristiques où la volatilité va en augmentant et où les traders se font habituellement piéger puisque ça part tantôt dans un sens, ça part tantôt dans l'autre, voilà, et ça va en s'élargissant. Et là, on voit même que effectivement, au dernier moment, ça s'est un peu affaibli. On n'a pas été on n'a pas été rechercher le support quelque part de ce porte-voix. Ça ne veut pas dire qu'on n'irait pas après, hein, donc, Oui, il y avait du potentiel jusqu'à voilà, du 26-27 000 avec l'inertie, mais c'est vrai qu'on n'y va pas. Donc, comme tu l'as dit, on se fait piéger. Les traders préfèrent largement la figure inverse, le triangle, parce que là, c'est timé, on a le biseau, on a une sorte
même sur la volatilité, de tassement, donc un squeeze de volatilité. On préfère ça en fait. Et après, on sort violemment de la pointe de triangle. Là, c'est différent. On est dans un monde qui ne cesse d'aller vers des plus hauts, vers des plus bas. Et c'est assez piégeux. Là, typiquement, c'est ce qui s'est passé ces derniers temps. On était sur des bear traps, hein, en fait. Alors que les boules étaient finalement à la peine, puisqu'on a ce soft landing. Les bears criaient au crash, criaient à la fin du monde. Et les boules, finalement, sont quand même, voilà, au-delà de 30 000, reprennent des couleurs. Donc c'était un bear trap. Et donc, pour ne pas se faire avoir, tous les vendeurs à découvert reversent leur position et désormais, au-dessus de 30 000, les choses s'accélèrent et on va très certainement aller titiller d'ici les élections la zone haute du porte-voix, hein, 33 34 000, qui sera donc à surveiller. Alors, comme pour terminer dans cette revue des indices, tu nous proposes de dire un petit mot du CAC. Oui, un petit mot du CAC, car c'est vraiment ce que les gens souhaitent en fait. Le CAC, à l'image finalement du S&P, du S&P, mais aussi du Dow que l'on a vu là récemment, on est sur un soft landing. Par contre, on n'est pas sur un effet de porte-voix. Là, on est plutôt sur un effet où on a bien une zone support vers les 5007, 5008, qui ne cesse d'être travaillée depuis plusieurs mois. Et donc, là, actuellement, nous, nos fameux 30 000 en France, c'est les 6 000, effectivement. Et là, les 6 000, à la séance d'aujourd'hui, ont été largement dépassés. Alors, ils ont même été d'ailleurs hier, mais on va jeter un œil sur les cotations en temps réel. Et là, on voyait très clairement 6 245 au moment où on parle. Donc, on a sauvé les meubles quelque part, puisqu'on part quand même de 5 600 à 5 600 et quelques. Donc, on est sur une zone qui désormais, le train est parti, donc difficile quand même de rentrer. Mais on devrait logiquement en tout cas, poursuivre, puisqu'on est suiveur, hein, on n'est pas leader, on devrait suivre pour aller titiller les 6004, 6005, allez, si possible les 6006 d'ici les élections américaines. Alors, tu nous parlais effectivement d'un piège pour les baissiers. Là, ici, on le voit bien, hein, puisque effectivement, on est allé en dessous du plus bas de l'année et il y a eu tout de suite cette vive réaction haussière. Là, on est en semaine donc, où il y a 4 bougies hebdomadaires de hausse. Si maintenant on passe en jour, donc on s'aperçoit effectivement, tout ça c'est un peu zoomé effectivement, et là encore, effectivement, sur du plus court terme, j'aurais tendance à dire, on voit que à très très court terme, maintenant, sur les 2 dernières séances, ouais, c'est ça, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, on est clairement passé au-dessus. On est clairement passé au-dessus. Et en termes d'objectifs, comme tu dis, il ne faut jamais, je pense, courir après une hausse. C'est la moins bonne des idées, quelque part. C'est un peu tard, le train est parti. Le train est parti. Maintenant, où peut-il, à quelle gare peut-il s'arrêter, notre train? Peut-être que si on, là encore, j'adore, non, c'est pas que je veux à tout prix mettre des tasses avec 11 partout, mais effectivement, on s'aperçoit qu'il y a eu ce fameux 6000 en pivot là, ce fameux 6000 en pivot, et j'ai fait le calcul juste avant que tu arrives tout à l'heure parce que je regardais un peu le CAC. Effectivement, ça nous amène à 6470 au grand maximum, mais donc avec évidemment un plus haut récent, donc il n'y a plus beaucoup de potentiel pour un swinger. Maintenant, quelqu'un qui ferait du day trading dans les 2-3 prochaines séances peut encore faire un peu de travail, mais c'est vrai que… Il aura les vents dominants, donc voilà. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les hausses de taux, si au début les hausses de taux faisaient peur, désormais les hausses de taux sont plutôt vont dans le sens, en tout cas le marché les apprécie. Le marché apprécie quand une réserve fédérale américaine ou quand une banque centrale européenne il va franco. Et c'est pour ça que les 75 points de base seraient de toute façon bien appréciés dans 2 jours sur les places américaines. On a eu le crash obligataire, il est passé désormais. Maintenant, les obligations d'État vont sur le marché primaire en tout cas être
de plus en plus demandé. Donc, de fait, c'est aussi positif. Et le marché compose avec ça, et peu à peu, on balance voilà, entre guillemets sans risque, comme on dit, et puis des indices qui sont le reflet des achats d'actions. Donc, voilà, malgré tout, quelques nuages quand même, hein, en zone euro par rapport à la zone américaine. C'est la grande différence qu'il faut bien comprendre. Et si on a un hiver rude, notamment au niveau des températures cet hiver, c'est vrai que là, pour le coup, le marché, les indices européens pourraient se retourner et se décorréler d'une sorte de recovery américaine. Donc, il y a un signal positif sur le très court terme en unité jour, Voilà. mais on n'est pas sauvé du tout en unité C'est ça. hebdomadaire. Toujours rester vigilant et toujours regarder un petit peu comment l'hiver va être. Donc, coup de froid sur les marchés, c'est bien voilà, la question qu'on s'est posée au départ. Et c'est également, en guise de conclusion, ce qu'il faudra surveiller, le coup de froid sur la météo cet hiver, notamment en Allemagne, mais aussi en France et en Italie, et dans la plupart des grands pays industriels de la zone euro. Ben, merci beaucoup Benoît pour cette intervention. Bon, tout à l'heure on a dit que c'était très clair. On m'a dit tout à l'heure que c'était très clair. Et effectivement, le petit bip, c'était presque pour dire qu'on avait un peu dépassé le quota. On est à 19h11, mais bon, c'était dense et très intéressant, je suppose. Le webinaire est toujours en cours d'enregistrement et va être donc disponible sur notre chaîne YouTube d'ici peu, d'ici la fin de semaine. Donc, vous pourrez soit le revoir pour revoir des points en particulier, notamment au début, un peu sur le fondamental et tout ça, qui est quand même très technique, très important. Et également, passer le lien à vos amis traders pour qu'ils puissent en profiter aussi et quelque part se préparer à cet hiver. Voilà. Benoît, il me reste à te remercier beaucoup d'être passé au bureau. Merci à vous. Et merci à tous les participants ce soir qui étaient très nombreux. Voilà. Incertitude donc, merci et à bientôt. Merci à tout le monde et à très bientôt. Au revoir.